Tendance première, Véronique Tiberghien. Il anime la chaîne YouTube zonegeek.be. Kamal Messaoudi est avec nous. Bonjour Kamal. Bonjour, comment allez-vous ? Bien. Les vidéoclubs vont-ils tuer Netflix ? C'est la question qui vous tarabuste. Oui, sous cette question un peu provocatrice, parce qu'en général on dit plutôt que c'est Netflix qui a tué les vidéoclubs. Eh ben, peut-être que ce sera un retour de bâton. Je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez le slogan de cette plateforme gigantesque qu'on appelle Netflix ? Enfin, leur slogan original. Non, parce que je dois avouer que je ne suis pas sur Netflix. Ah ben voilà, eh ben, c'était Kill Hollywood. C'est super guerrier comme slogan. Ben oui, en fait, leur but c'était effectivement de tuer Hollywood. Pourquoi ? Parce que Netflix est plutôt une plateforme connectée et c'est surtout une plateforme qui est issue de la Silicon Valley. Donc on dit souvent qu'aux États-Unis on oppose Los Angeles, les artistes créatifs d'Hollywood, et Palo Alto, donc San Francisco, où il y a tous les gens qui gèrent notamment les GAFA, mais aussi les Steve Jobs à l'époque ou des Bill Gates. Oui. Et Netflix, c'est un petit peu le chaînon manquant. En tout cas, ils essayent d'être le chaînon manquant parce qu'ils veulent s'attaquer à ce qui est très difficile pour un nerd et non pas un geek. Les nerds, vous savez, sont très calculs, scientifiques, essayer de comprendre le monde qui les entoure. Et ici, c'est comprendre les artistes et les créatifs. Et il n'y a pas plus compliqué pour, en tout cas, les gens de Palo Alto, ce qui n'est pas vraiment le cas. Il suffit un petit peu de sentir les sensibilités. Et Netflix est arrivé et essaye de réconcilier, on va dire, ces deux univers. Je pense qu'il y a même eu un film Netflix sélectionné au Festival de Cannes. Oui, tout à fait. Enfin, qui était projeté pendant le Festival de Cannes. Oui, voilà. Et sous cette question de pourquoi est-ce que je vous parle de vidéoclub et de Netflix en opposition et des plateformes connectées, eh bien, c'est simplement parce qu'on a tous entendu parler de Stranger Things. C'est vraiment ce qui est un petit peu, ce qui symbolise la culture geek dans son paroxysme, puisqu'il s'agit de jeunes dans les années 80 qui font du jeu de rôle sur des BMX en essayant de comprendre des phénomènes surnaturels déguisés en Ghostbusters. J'ai bien résumé ? Oui, c'est pas mal. C'est plus ou moins ça. Et donc voilà, effectivement, ce qui est assez marrant dans cette histoire, c'est que Netflix a indirectement redonné, on va dire, une image positive de cette époque où on allait au vidéoclub louer des VHS. Alors on en parlait hors antenne. Ouais. Il y a en Flandre un monsieur qui loue en fait des magnétoscopes, des VHS, tout le kit pour brancher évidemment son magnétoscope, parce que c'est pas avec du HDMI, ça je vous le rassure. C'est plutôt une qualité différente. Et effectivement, c'est pour revivre le film comme à son époque et selon cette expérience. On est quand même arrivé dans un phénomène qui est presque un petit peu comme le vinyle maintenant par rapport au CD, je dirais, ou par rapport aux plateformes type Spotify dont on parle souvent. Et c'est un petit peu cette volonté de revivre ce vintage, en tout cas dans le vidéoclub. Et alors il y a une petite anecdote assez marrante que j'aime partager. C'est quand j'étais petit, qu'on enregistrait des films sur la chaîne publique, ou peu importe la chaîne, on avait forcément un magnétoscope qu'on programmait, parce que oui, c'était la technologie super cool. Sauf que des fois, ils programmaient avec 10 ou 15 minutes de retard. Donc, j'ai grandi avec plein de films dont je ne connaissais pas les introductions. Par exemple, pour moi, Axel Follet dans Le flic de Beverly Hills, il arrive déjà à Beverly Hills. Donc voilà, et donc c'est ça qui est assez intéressant. À l'heure où on parle des versions longues, des Blu-ray, de la version étendue, on voit la scène où il appuie sur le bouton machin étendu. Moi, j'ai connu des versions qui sont super cutées. Heureusement pour Ghostbusters, c'était pas le cas, parce que il y a quand même une scène d'intro assez. Oui, c'est ça. Il y a des mythique. trucs que vous n'avez pas dû comprendre. Il y a des trucs que j'ai pas trop compris, mais à l'époque, quand on est petit, on regarde, on essaie de comprendre, et le cerveau recrée la narration. Oui, voilà. oui. Alors oui, on a souvent aussi tendance à dire que les vidéoclubs, oui, alors il y a le côté VHS, cassette, pollution, je me déplace avec ma voiture. Mais est-ce que vous savez, alors ça c'est quand même l'anecdote, combien de bandes passantes bouffe Netflix sur, on va dire, la globalité de la planète Terre ? Non, pas du tout. 13% de la bande passante passe rien que pour le streaming pour Netflix, ce qui a un impact écologique, je pense que vous en parliez énorme. tout à l'heure, Mhm. énorme, qu'on ne soupçonne même pas, parce qu'on se dit oui, tiens, c'est la dématérialisation, les plateformes sont là, donc on va pas utiliser des VHS, donc on va pas fabriquer du plastique, etc. Finalement, une VHS qui va tenir peut-être 20 ans, est peut-être plus écolo, peut-être qu'une plateforme qui va bouffer 13% de la bande passante mondiale. Vous avez des VHS d'il y a 20 ans que vous pouvez encore regarder ? Oui, alors là c'est très compliqué parce qu'en fait le problème c'est pas la VHS mais c'est le lecteur. Ah, c'est ça ? Oui, effectivement. Donc alors là on est dans une époque où il n'y avait pas forcément des digitales, c'était plutôt de l'électromécanique. Oui. Donc il y avait des cartes imprimées, il y avait des élastiques. Vous savez qu'une fois je me suis amusé à démonter un magnétoscope et j'ai découvert qu'il y avait quand même des élastiques et que l'élastique s'usait et que forcément il y avait une tension très spécifique qui fait que le rouage pouvait tourner à une certaine vitesse. Donc si vous n'aviez pas le bon élastique, vous n'aviez pas la bonne vitesse de lecture et donc vous vous retrouvez peut-être à regarder un film en accéléré ou au ralenti. Ça m'a frustré parce qu'une fois j'ai essayé de remonter un magnétoscope quand j'étais petit et j'avais pas de l'élastique
Et donc, du coup, j'ai regardé le film en accéléré. Bon, Donc, en fait, c'est des gens frustrés qui ont tué la VHS et qui ont instauré des choses. oui. Ça sera solide. Oui. Ça tiendra. Oui, c'est un petit peu ça, mais quand je vous le disais, c'est un petit peu cette capacité que les gens de la Silicon Valley ont voulu de gérer les artistes et les créatifs. Ils n'y arrivent encore toujours pas. Hein. Vous savez qu'il y a plusieurs plateformes, hein, je parle souvent de Netflix, mais il y a Amazon Studio, dans laquelle on peut retrouver notre Jean-Claude national, hein, Muscles from Brussels, avec son Jean-Claude Van Johnson, je pense. Il y a YouTube Red, hein, donc même YouTube a sa plateforme un petit peu payante, dans laquelle on trouvait, alors là c'est du pur 80s, la suite de Karate Kid, qui est Cobra Kai, si vous avez l'occasion de regarder. C'est super chouette, c'est super 80s, sauf que ça se passe maintenant, avec évidemment la Madeleine de Proust qu'on connaît tous, qui est cette nostalgie saine, hein, voilà. Alors, revenons quand même au vidéoclub, parce que je n'en trouve plus, moi, des vidéoclubs. Or, il y a beaucoup de films, même des années 80, qui sont pas des grands chefs-d'œuvre, certes, mais qui ont marqué, moi, mon adolescence et ma culture après cinématographique, qui ne sont pas sur des plateformes comme Netflix ou les autres, qui ne sont pas non plus en téléchargement, que ce soit légal ou illégal, et qui n'existent nulle part. Et je peux pas montrer ou revoir moi pour le plaisir et montrer éventuellement à mes enfants. Ben oui, alors effectivement, d'ailleurs aux États-Unis c'est un gros phénomène. Vous savez qu'ils pleurent à chaque fois qu'il y a un vidéoclub qui ferme. Il y avait ce qu'on appelle les blockbusters vidéo, qui est une chaîne super connue aux États-Unis. Mais à Bruxelles et en Belgique, on en trouve encore un petit peu, et ça va revenir un petit peu comme le vinyle. Et d'ailleurs, vous soulevez un point super important. Les vinyles, vous savez que ça coûte quand même très cher maintenant. Je pense qu'il y a même des vinyles sous blister, c'est-à-dire sous plastique. Je pense des Beatles et ce genre de choses qui valent maintenant une fortune parce qu'ils datent de l'époque. Eh bien, ce sera le même phénomène pour les VHS. Si vous avez des VHS que vous n'avez pas regardé, qui sont sous plastique, avec un bon élastique, surtout ne les regardez pas, gardez-les sous plastique, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Je viens de parler de l'écologie, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Mais bon, à l'époque, malheureusement, on emballait. Hein. C'était pas une époque très consciente à ce niveau-là. Donc justement, c'est une raison pour ne pas les déballer, pour ne pas faire de l'empreinte écologique. Et effectivement, ça c'est le principe même de ce vidéoclub, c'est que ce côté vintage garde le côté collectionniste, donc le côté rare, ce qui est rare et cher. Et donc dans les 10 à 15 ans, je pense que certains VHS, certaines cassettes vont avoir une fortune. Je terminerai peut-être juste par cette petite anecdote assez marrante. Vous vous souvenez quand on enregistrait les films à l'époque sur VHS, on avait aussi les publicités de l'époque. Ah bah oui. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, que les jeunes générations n'ont plus. Lorsqu'elles regardent un film, elles n'ont pas la pub de l'époque qui est témoin de cette époque. Par exemple, je regarde The Breakfast Club, film de milieu des années 80. Il y avait les pubs des années 80 qui témoignaient la génération touche pas à mon pote. C'était quoi la nourriture pour chat, là? Je sais plus, mais ça passait en boucle. Je sais pas pourquoi ils avaient beaucoup de budget à l'époque pour cette fameuse marque de nourriture pour chat qui me reviendra. Il y avait aussi les bonbons de la Pie qui chante, un truc comme ça. Ça vous dit quelque chose, voilà. Donc on a tous connu ces pubs-là par cet intermédiaire. Et Twix, deux doigts coupe fin, qui n'existe plus. Oui, voilà. Et finalement, je terminerai par. C'était Raider avant. Voilà, le nom d'une équipe aussi de football américain. Oui, et je terminerai aussi par cette petite anecdote assez marrante par rapport à Netflix. C'est que vous vous souvenez, à l'époque sur Netflix, on vous demandait si vous préfériez tel film ou tel film. Souvent, à la fin d'un film, c'était soi-disant parce qu'ils voulaient mettre des statistiques. Mais on s'est aperçu qu'il y avait un effet marrant, c'est que les gens aiment bien faire croire qu'ils aiment un film parce qu'il est tendance. C'est ce que je peux appeler l'effet Kubrick. Parce que Kubrick, c'est cool de dire « Ouais, tu as vu le dernier Kubrick, c'était vraiment classe ». Sauf qu'en général, les gens ne comprenaient pas beaucoup les films de Kubrick. Ce qui fait que à l'heure des algorithmes soi-disant prédictifs, en fait, finalement, ils sont basés simplement sur le fait qu'on fait croire qu'on aime une œuvre culturelle juste parce qu'elle est de tendance. Moi, si jamais il y a un vidéoclub qui ouvre, je serai première cliente parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants. Je vais essayer d'en ouvrir. Hein. Ah, mais ouais, mais bien. Kamal Messaoudi qu'on retrouve sur zonegeek.be, sa chaîne YouTube. Et puis nous, dans un instant, on retrouve évidemment Très sans frapper avec Jérôme Collin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Un bon vidéoclub, hein, avec la partie X. Souvenez? Évidemment, je me souviens. La première du roman graphique. C'est